Dire que Silent Hill est une saga qui a marqué le jeu vidéo, et plus précisément le genre de l'horreur de manière plus générale, ce serait un doux euphémisme. Mais évidemment, quand on pense Silent Hill, c'est avant tout la première trilogie qui nous vient en tête. Mais quelle est la chose qui a fait de ces Silent Hill des monuments de la peur, qui nous ont ôté quelques nuits de sommeil de nos vies, cette ville brumeuse où l'on se perd confronté à un inlassable sentiment de solitude, ces monstres, tout droit sortis d'un imaginaire tordu, jouant parfaitement avec la frontière du reconnaissable et du pourtant trop déformé pour ne pas être terrifiant, ou ne serait-ce pas plus précisément cette ambiance sonore, ce sound design au centre de l'atmosphère de Silent Hill. Ces bruits organiques, auxquels se mêlent parfois des crissements métalliques, au milieu du silence de cette ville lugubre, en parfaite opposition de certaines de ses musiques, parfois entraînantes, à l'image de l'opening de Silent Hill 2 ou 3, aux paroles pourtant bien raccord au thème du jeu associé, et réellement mélancolique, mais étant là presque comme une anomalie, posée sur une mélodie quasi feel-good au milieu de cet univers sans aucun espoir. Et la seule personne à qui l'on doit ce coup de maître de sound design, c'est Akira Yamaoka. Et oui, j'en reviens de nouveau sur cette chaîne à parler de jeux vidéo, parce que ça a été mon métier et parce que c'est ma passion première. Mais quand on pense jeux vidéo, on pense aussi parfois à la musique. Et en réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'une grande majorité de mes compositeurs de jeux vidéo préférés sont japonais. Donc c'est quelque part de la musique japonaise. Mais les compositeurs qui mettent leur âme dans un jeu, au point qu'un pilier même de ce dernier soit le sound design, les bruitages et la musique, et surtout qui s'occupent de tous ces points qui pourtant sont généralement gérés par des personnes différentes, c'est quelque chose de plutôt rare. Aujourd'hui je suis heureux parce que ça fait des années que je trépigne d'impatience à l'idée de vous parler de à quel point Silent Hill m'a marqué en tant que joueur et aussi en tant qu'artiste, mais surtout aujourd'hui, c'est Akira Yamaoka. Yamaoka Akira est né le 6 février 1968 dans la ville de Niigata au Japon. Dès son plus jeune âge, il n'apprécie pas beaucoup sortir et il décrit lui-même encore aujourd'hui son enfance comme celle d'un otaku un peu reclus. Il se passionne déjà à cette époque pour l'art et intègre plus tard le Tokyo Art College pour étudier le design de produits et d'intérieur. Mais c'est durant ses années d'études d'art qu'une nouvelle passion naît dans le cœur du jeune homme, la musique. Alors qu'il écoute tranquillement l'émission de radio Sound Street de Ryuichi Sakamoto, un morceau du groupe britannique Visage va retenir son attention et lui faire développer une véritable adoration pour le groupe. Mais surtout, au-delà de ça, pour le courant musical dans lequel il s'inscrit, le New Romantic, associé étroitement à la New Wave, en vogue en Angleterre dans les années 70. Courant au final aussi bien vestimentaire et musical, puisqu'il lie la mode à la musique, comme a pu le faire le glam rock en son temps ou le fameux visual kei, même si tout cela est bien plus profond. Toujours est-il que le jeune Akira s'éprend de la musique de cette manière et qu'une grande envie d'apprendre la guitare électrique germe en lui. Au final, après la fin de ses études, il est l'heure de trouver du travail. Et si c'est maintenant dans le design que Akira est formé, c'est définitivement vers la musique qu'il se dirigera pour son premier job, qu'il trouve directement et du premier coup dans l'entreprise qui lui fera rencontrer son plein potentiel, Konami. Lorsque Akira rejoint la firme en 1993, Konami est encore très loin de toutes les controverses de la fin des années 2010 sur les conditions de travail, mais est pourtant déjà en train de vivre l'un de ses âges d'or, Castlevania, Contra ou encore Metal Gear, ayant déjà connu le succès quelques années auparavant. Il commencera alors par deux projets, Famicom et Mega Drive, Sparkster Rocket Knight Adventure 2 et Smart Ball. Mais il faut le dire, si ces deux projets lui permettent de se faire la main avec la composition, et surtout avec l'univers du jeu vidéo qu'il connaît malgré tout en tant que joueur mais qui a ses propres codes quand il s'agit de penser de la musique. Ce n'est pas ici qu'Akira développera ses OST caractéristiques et son style. Mais ça ne serait trop tardé puisqu'en 1999, un employé de Konami du nom de Keiichiro Toyama et son équipe sont sur le point d'arriver à la fin du développement de leur nouveau jeu. Un jeu d'horreur, Silent Hill. Si à l'approche de la fin de vie de la PS1, Silent Hill aurait pu être considéré comme un simple concurrent arrivé bien trop à la bourre à Resident Evil, la série initiée par Shinji Mikami chez Capcom 4 ans plus tôt, et qui avait bousculé les codes de l'horreur dans le jeu vidéo, le public trouve quand même assez vite de vraies qualités qui arrivent à faire démarquer le jeu de Konami de celui-là de Capcom. Silent Hill apporte une approche réellement psychologique de la peur,
une identité, un scénario et un gameplay que beaucoup ont tout de suite jugé plus aboutis que Resident Evil, l'approche étant différente, moins nanardesque, et il n'y avait clairement plus de raison d'essayer de les comparer. Mais si l'univers musical marquant de Silent Hill, inspiré de L'échelle de Jacob, pépite du cinéma d'horreur d'Adrian Lyne, y est pour beaucoup dans tout ce qui a fait de Silent Hill un jeu vraiment à part, c'est la bande son et l'environnement sonore proposé par Akira Yamaoka, ayant rejoint le projet en 1999, qui magnifiera encore plus tout cela, et viendra compléter tout ce qui aura fait du premier Silent Hill un véritable trauma pour toute une génération de joueurs. Akira crée un environnement sonore dérangeant et glauque, mais qui sait être surprenant et original. Il aime s'amuser à faire peur aux joueurs, en créant des bruitages qui stimulent leur imagination de par leur étrangeté, et évoquent des choses encore plus horribles que celles qui sont présentes à l'écran. Il dit aussi chercher à créer des bruitages qui semblent émaner de l'intérieur de notre corps. On peut au final y voir un parallèle avec l'une des caractéristiques de la ville fictive, donnant son nom au jeu qui matérialise les démons intérieurs des personnages l'occupant. C'est ainsi que se matérialise l'implication d'Akira et son véritable amour pour le projet. Son travail est déjà indirectement lié au scénario, à ses significations les plus profondes, et sont dès le premier opus indissociables de cet univers, sur lequel il n'est arrivé finalement qu'à la toute fin du développement, mais qu'il dépeint pourtant déjà si bien. Et si j'ai employé le déjà intrinsèquement lié, c'est parce qu'il deviendra encore plus important pour la saga dans le futur. D'ailleurs, chose assez drôle liée à son travail, si Toyama, réalisateur de Silent Hill, ne verrait plus Silent Hill sans Akira, leur première rencontre fut particulière, car le premier thème proposé par Yamaoka pour le jeu n'a absolument pas convaincu Toyama, chose qui finit par se faire à la deuxième proposition, lorsque Akira se dit qu'il allait essayer de composer un morceau à la mandoline, qui ne soit pas un morceau lié à l'horreur, ce qui a tellement plu à Toyama que le second morceau est resté le thème d'intro de Silent Hill premier du nom. Bref, seulement voilà, Konami veut une suite après le succès du premier opus, et Toyama décide de prendre son envol et de quitter Konami. On lui vaudra d'autres titres marquants par la suite, comme la série des Forbidden Siren, ou encore plus récemment les deux opus de Gravity Rush. Mais tout cela est une autre histoire. Le développement de Silent Hill 2 démarra finalement sous la direction de Masashi Tsuboyama sur PS2, avec une sortie en 2001 et le succès qu'on lui connaît, pour ce qui est considéré par le public mais aussi par moi, comme le meilleur épisode de la saga. Silent Hill 2 entame une histoire sans grand lien avec le premier opus, mais avec toutes les qualités d'écriture et d'ambiance du premier épisode. Et évidemment, les compositions et le sound design de Yamaoka font à nouveau des miracles. D'ailleurs, Akira n'a mis que 3 jours pour composer chez lui le morceau Theme of Flora, morceau incroyable combinant une musique triste et un rythme puissant, qui deviendra le thème de ce second opus. Pour lui, la mélodie n'est pas le plus important dans un morceau, car chercher à évoquer une émotion aux joueurs l'est bien plus. Mais Akira fera aussi des miracles sur le sound design de cet opus. Les effets sonores composés de cris lointains ou autres bruits de pas sur des morceaux de verre sont au cœur de sa volonté de créer un environnement perturbant, entrecoupé d'occasionnels moments silencieux, car comme il le dit lui-même, utiliser des moments silencieux est une autre façon de produire du son. Pour la mise en chantier du troisième épisode de la licence sous la direction cette fois de Kazuhide Nakazawa, pour une sortie en 2003, Akira ne voudra plus se contenter de la casquette de compositeur, mais deviendra producteur de la série, intervenant désormais aussi sur le scénario en y ajoutant sa patte. Il ne se contentera donc plus de penser ses compositions et son sound design pour servir le récit, mais il aura également la main sur ce dernier point pour essayer de proposer une aventure encore plus prenante et qui cette fois sera une véritable suite du premier opus. Le travail de Yamaoka y est à nouveau exceptionnel, de ses thèmes à son intro chanté par Mary-Elizabeth McGlynn, que j'aime tout particulièrement, mais aussi et toujours par son incroyable sound design. Des bruits de machines tout bonnement infernaux du parc d'attractions de son introduction, aux petites notes de guitare apaisantes de nos premiers pas dans le centre commercial, avant que le cauchemar ne commence réellement. Mais c'est hélas pour l'équipe comme pour les joueurs, le début du déclin de la licence. Si la presse et le public saluent toujours autant le travail de l'ambiance et du scénario, ils déploreront le manque d'innovation et de prise de risque de la structure et du gameplay, dénonçant des mécaniques de survival horror vieillissantes, à l'époque où le constat est d'ailleurs le même chez la concurrence, et qui aboutira à la remise en question du genre quelques années plus tard, avec par exemple des titres comme Resident Evil 4. Et si ce troisième opus marque la fin de l'âge d'or de la licence et du genre survival horror de manière générale, la série va continuer avec un peu moins de succès. Akira Yamaoka signant tout de même la bande originale ainsi que la production et le scénario de Silent Hill 4 The Room, qui cette fois-ci fera suite au second épisode, un opus très loin d'être mauvais mais injustement boudé par une grosse partie du public pour les mêmes raisons qu'à la sortie du troisième opus.
Et en pleine année 2004, déjà marquée par des thrillers à baver d'envie du 4e opus de la série de Capcom, et à l'aube d'une formule nouvelle pour le genre. Il travaillera comme compositeur et producteur de la licence encore sur quelques épisodes minimes, et au succès critique bien plus mitigé comme Shattered Memories, mais aussi surtout sur la bande originale de l'adaptation cinématographique de Silent Hill par Christophe Gans. Une bande-son réussie donc pour l'une des rares adaptations cinématographiques d'un jeu vidéo qui arrive au moins à respecter les codes et l'ambiance de ce qu'il adapte. C'est finalement après la sortie d'un EP de musique électronique en 2006 nommé iFuturist que Akira Yamaoka ferme définitivement le chapitre Konami en 2009 en quittant l'entreprise. S'en suivra une carrière très variée en termes de projets comme de style, et il est très clair que désormais le nom de Yamaoka attaché à un projet est synonyme d'intérêt voire de qualité aux yeux du grand public. On retrouve au fil des années par exemple le monsieur sur la composition de BO de jeux de Suda 51, comme par exemple Killer 7, No More Heroes ou encore Lollipop Chainsaw pour ne citer que, ou encore de son projet Shadow of the Damned, où Yamaoka travaillera avec Suda et Shinji Mikami, co-créateurs légendaires de la série Resident Evil, nom que la presse n'a cessé de glisser à côté de sa série chérie Silent Hill, en point de comparaison dans bon nombre d'articles. Il continuera également de composer pour lui, avec 2 autres sorties d'albums, Revolution en 2012 et Wigon Zakura en 2016. Il composera aussi un remix maison d'une piste du groupe Diren Grey, que je ne présente plus dans cette émission. Un remix que je trouve absolument incroyable de leur morceau Rinkaku. Et puisqu'on est là dans la pure nostalgie liée à Soja, il composera également le générique de la fameuse émission 101% de notre bien regrettée chaîne No Life. Mais après cette errance de projets en tout genre, une certaine jubilation est née chez les fans du monsieur, et surtout chez ceux de Silent Hill, lorsqu'un studio de nom de Bloober Team annonça que Akira Yamaoka s'occupera de la bande originale de leur jeu d'horreur The Medium. Jeu empruntant déjà beaucoup des codes du survival horror old school, avec les caméras fixes, mais aussi l'ambiance à la Silent Hill. Même s'il ne sera pas aussi réussi, et qu'au final c'est un Yamaoka un peu moins inspiré que l'on retrouve ici. Moins inspiré pour ce qui est de l'horreur peut-être, parce qu'en ce qui concerne l'actualité récente, et oui, Yamaoka revient en 2020 pour signer la bande originale de l'animé Cyberpunk Edge Runners, excellente série d'animation du studio Trigger et spin-off du jeu Cyberpunk 2077. Et autant dire que le travail de Yamaoka nous prouve encore une fois que peu importe le genre musical, si Akira est inspiré et porté par le projet et par des gens qui lui font confiance, son travail est absolument magistral. Et ça ne donne que plus d'espoir pour l'avenir et de questionnement. S'il y a bien un truc que la carrière du monsieur nous prouve, c'est qu'on ne sait absolument pas où on le trouvera la prochaine fois, sous quel format, chez qui et dans quel registre. C'est un vrai métamorphe. Et l'avenir est pourtant plein d'espoir. En pleine période où Silent Hill revient miraculeusement sur toutes les lèvres, après des théories farfelues et des leaks hasardeux, mais surtout des envies réelles et pleines d'espoir de fans qui n'ont pas été satisfaits depuis longtemps, Akira est revenu pour déclarer qu'il travaille sur des projets non annoncés, dont un qui serait celui que les fans attendent depuis longtemps. L'écriture de cet épisode est terminée depuis longtemps, mais ça a été presque un hasard que j'ai pu repousser cet épisode, et que maintenant je doive modifier le texte. Car c'est le 19 octobre 2022 que la saga Silent Hill est revenue d'entre les morts, lors d'un showcase dédié organisé par Konami. Showcase au cours duquel, en plus d'apprendre l'arrivée de plusieurs nouveaux épisodes ainsi que d'une réelle suite au film de Christophe Gans, nous découvrons stupéfait Silent Hill 2 Remake, développé par la fameuse Bloober Team à qui l'on doit The Medium, et avec Yamaoka de retour pour réorchestrer sa propre BO, de retour sur un projet de Konami et sur la licence donc 11 ans après. Et il n'en fallait donc pas plus pour réveiller les plus grands fantasmes enfuis en nous, ceux d'un jour réentendre les compositions de Akira Yamaoka, ou alors un petit bruit qu'on ne parviendra pas à identifier, mais qui nous terrifiera au détour d'un couloir où l'imagination se remettra à nouveau à faire son travail, du bout de ficelle tiré par le maître du sound design en personne.